vous être mobilisés encore une fois ce soir pour participer à cet exercice de redevabilité. Vous avez suivi il y a quelques jours mon collègue à ma droite, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a fait le tour de Kinshasa pour visiter les différents travaux de construction des universités. Pour la première fois depuis l'indépendance, le gouvernement de la République construit des universités modernes à travers le pays. Ce soir, nous allons faire un focus sur ces programmes et pas seulement. Peut-être que le ministre pourra aussi nous dire un mot, faire le point de l'évolution de la mise en place du système LMD et les questions liées à son secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, Mévé le meilleur, et merci d'avoir une nouvelle fois accepté de vous prêter à cet exercice de redevabilité qui est l'image, la marque déposée du gouvernement que dirige le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Nous avons suivi depuis quelques mois les programmes qui construisent des universités à travers le pays. Ce soir, nous voulons faire un focus sur le programme de manière générale, mais aussi répondre à plusieurs questions que se posent les journalistes et même dans l'opinion, parce que nous avions entendu des messages du genre qu'il y a eu détournement. Aujourd'hui, nous voulons, en toute transparence et dans l'esprit de redevabilité qui nous caractérise, donner à l'opinion des éléments d'information nécessaires pour permettre une meilleure compréhension de ce programme qui est à plusieurs titres historique parce que, avant nous, aucun gouvernement ne l'avait fait, construire simultanément 5 universités modernes à travers le pays. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication, pour la parole. Je voudrais profiter de ce micro, effectivement, pour vous remercier de cet exercice que vous avez mis en place qui concourt pour le changement de narratif et qui permet aux ministres et aux autres gestionnaires publics de pouvoir s'adresser au peuple congolais et de se soumettre à cet exercice d'échange avec les journalistes dans le cadre de ce briefing que vous avez instauré. Je voudrais donc saluer l'ensemble du peuple congolais qui nous suit et les journalistes qui sont avec nous ici et donner des informations qui concernent notre secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons clôturé l'année académique 2021-2022 et depuis le 5, nous avons ouvert l'année académique 2022-2023 avec la publication de l'instruction académique de l'année qui a des innovations, des grandes innovations, parce que nous sommes à la deuxième année de la grande réforme sur les LMD. Beaucoup de gens croyaient que c'était une réforme inenvisageable pour la République démocratique du Congo. Donc nous avons supprimé pour la première année ce qu'on appelait G1, qui n'existe plus, dans toutes les filières de la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons entamé la deuxième année, donc les GD sont supprimés. L'année prochaine, nous allons donner les premiers diplômes LMD dans tous les pays. Donc la licence, désormais, elle est de 3 ans en République démocratique du Congo, ce qui est le standard pour l'ensemble des pays. Cela nous permet d'avoir une grande mobilité. Et d'ailleurs, dans ce cadre, j'ai diligenté des missions à Kampala pour rencontrer les universités de l'East African Community qui nous ont accueillis sans problème parce que nous avons maintenant des programmes qui communiquent. Nous avons les mêmes programmes que tous les autres pays du monde. Nous avons les mêmes programmes avec la communauté de la SADC. J'ai conduit aussi une délégation au Zimbabwe pour permettre à nos étudiants qui quittent ici à L1, à L2, à L3 de pouvoir très rapidement rencontrer les autres programmes des universités du monde. Je voudrais aussi mettre à la disposition de la presse qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, désormais nous avons un très grand portail qui s'appelle Bibliothèque nationale issue et nous avons dans le cadre de la connectivité mis à la disposition des étudiants les grandes bibliothèques du monde. Aujourd'hui, les étudiants, à travers leur téléphone, à travers une carte SIM que nous avons mis à leur disposition, ils peuvent accéder, consulter et télécharger des livres de leur domaine, et cela gratuitement. Et ça permet un accompagnement à ce système du LMD qui a des exigences à terme d'accès aux ressources,
pédagogique libre. Nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration des infrastructures, donné des instructions précises aux chefs d'établissement pour que les fonds qui sont payés par les étudiants, qui sont appelés fonds de construction, servent à la réhabilitation et à la construction des nouvelles infrastructures à l'université. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes satisfaits de voir que dans tous les pays, les chefs d'établissement, effectivement, ils sont en train d'inaugurer de nouveaux bâtiments, d'inaugurer de nouveaux labos, d'inaugurer de nouvelles infrastructures qui servent maintenant à pouvoir accompagner les étudiants. Je voudrais maintenant passer à la question du grand programme, du vaste programme de construction des infrastructures qui a été lancé par les chefs de l'État, qui consiste à pouvoir construire la première phase 5 universités dans le pays. Et nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP, Kinshasa, à l'UPEN, Kinshasa, à l'université officielle de Bujimaï, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bunia. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Ça, ce sont les deux premières phases des vastes programmes de construction des universités. Et je voudrais commencer ici par rappeler que la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, puisqu'avant l'indépendance, il y a eu la construction de 3 grandes universités dans ces pays. Il y a l'université de Kinshasa, comme vous le savez, Monseigneur Gillon, il a construit avec les moyens, les subventions de moyens de l'État belge, mais aussi une grande partie des libéralités qui ont été données par des personnes de bonne volonté, à hauteur de plus de, à valeur actualisée aujourd'hui, de 600 millions de dollars américains. C'est l'une des grandes universités les mieux construites de l'Afrique, l'université de Kinshasa. Il y a l'université de Lubumbashi, qui était, comme vous le savez, la grande université officielle Congo, Rwanda, Urundi, parce qu'elle a été construite par l'État congolais pour accueillir les étudiants de ce qu'était avant le Congo belge, Rwanda, Urundi. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez vu beaucoup de Rwandais ont étudié, des Rwandais comme des Burundais ont étudié à l'université de Lubumbashi parce qu'elle a été faite pour ces 3 États, même si certains d'entre eux se réclament congolais aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais et l'université de Kinsangani, qui a été elle aussi, qui a reçu des subventions de l'État, mais une grande partie a été aussi donnée par l'Église protestante. Donc je voudrais vous dire que depuis la fête de l'indépendance, l'État congolais n'a pas songé à l'avenir de ses enfants, en construisant de nouvelles universités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons environ 1 million d'étudiants, nous avons donc besoin des infrastructures et grâce au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à nous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et université, de mettre en place ce programme, un vaste programme de construction des universités. Nous avons entamé la première phase. Et je vous dis ici, c'est des universités, pour la plupart, qui commencent de zéro et qui vont être achevées après 3 ans. Je vais commencer par l'INBTP. L'INBTP a eu ce privilège d'être un des établissements proches de là où résident les chefs de l'État, mais aussi qui nous forment des cadres qui doivent construire nos bâtiments et nos maisons. Si vous voyez les images d'illustration que j'ai pu mettre en place, vous pouvez voir là, en avril, à quoi ressemblaient les espaces que nous avons identifiés dans la première partie, puisque c'est une université qui est utilisée, pour pouvoir mettre de nouveaux bâtiments qui concernent les homes et les auditoires. Alors, 8 mois après, aujourd'hui, voici les images que vous pouvez voir là-bas, des bâtisses qui y sont érigées maintenant. Les niveaux d'exécution, 8 mois après, vous pouvez voir déjà que la deuxième dalle a déjà été coulée. Vous pouvez y arriver, c'est des infrastructures impressionnantes et qui vont devoir être livrées à partir de
de l'année prochaine, parce qu'il y a des hommes qui sont à voie d'être achevés, il y a une partie des auditoires qui sont à voie d'être achevés, mais les travaux de réhabilitation de l'INBTP concernent tous les bâtiments qui sont là-bas. Donc les aciers vont être réhabilités et de nouveaux bâtiments vont être faits, comme vous pouvez voir là, c'est la partie des auditoires qui sont construits avec tous les standards et ça sera complètement équipé. Parce qu'il y en a qui croient que les travaux ne sont pas en train de se faire. On a voulu effectivement que vous puissiez voir qu'en moins de 8 mois, il y a des choses qui sont faites sur le terrain et qui sont visibles et qui sont palpables. À l'Université pédagogique nationale, qui est le plus grand projet de tous ces projets que nous sommes en train de vous présenter ici, on va non seulement réhabiliter l'ensemble des bâtiments qui existent, mais on va construire d'autres grands bâtiments pour avoir encore beaucoup plus d'auditoires. Ce que vous voyez là, c'est le terrain de l'UPEN le 27 avril, lorsque moi je suis allé là-bas pour lancer les travaux. Je voudrais que vous voyez la deuxième image qui concerne la situation d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est déjà le premier niveau qui est déjà coulé, alors que la fondation à l'UPEN commence à 15 mètres avec des infrastructures imposantes parce que ces bâtiments que vous voyez, c'est un bâtiment à 3 niveaux qui va contenir lui-même 24 auditoires d'une capacité de 400 places assises. Donc, ça vous montre un peu l'ampleur de ce grand bâtiment qui est en train d'être érigé. Et vous pouvez voir vous-même sur les images que les travaux s'accélèrent, puisque ça, c'est des travaux de 8 mois. C'est des travaux de 8 mois. Alors, en dehors de cela, il y a d'autres bâtiments qui sont en train d'être retapés. Et vous voyez à côté, là, c'est un exemple que je donne, à côté de ce bâtiment, il y a un gros bâtiment qu'on appelle Nouveau Auditoire à l'UPEN. C'est un grand bâtiment qui a été construit avec près de 1 800 000 $ par le comité de gestion là-bas. Mais l'expertise des ingénieurs, lorsque nous avons demandé qu'il soit fait, ces bâtiments-là, tous les gros bâtiments que vous voyez là, il va être détruit. Parce qu'il n'a pas été construit dans les normes. Il n'a pas été construit dans les normes. Donc, on a dépassé beaucoup d'argent dans ces bâtiments-là, mais il va être détruit. On va devoir construire un autre bâtiment à la place parce qu'une infrastructure universitaire est appelée à recevoir beaucoup de gens au même moment. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont construites comme ce qu'on fait pour construire des bureaux administratifs ici ou autre chose. Non. Ça doit être fait avec la manière. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens très spécialisés dans ce genre d'infrastructures, puisque vous voyez un bâtiment, par exemple, avec autant d'auditoires. Si tous les étudiants doivent être dans les auditoires au même moment, vous comprenez le poids que cela représente. Et donc, il faut que cela soit construit dans les normes. Je voudrais aussi vous dire qu'à l'UPEN, les hommes, nous avons été avec les journalistes là-bas, ils ont vu que les bâtiments que vous voyez là, les hommes, sont quasi terminés. Ces chambres ont été modernisées et ils sont déjà équipés. Et donc, ce sont les premiers bâtiments que nous allons devoir inaugurer. Non seulement les hommes, les R+3, il y a aussi les plus grands hommes là, les R+6, qui n'avaient pas d'ascenseur. Pour ceux qui ont étudié à l'UPEN, on a dû les mettre des ascenseurs. On a mis des toilettes qui sont dans les normes pour permettre à nos étudiants à l'Université pédagogique nationale demain d'être bien logés. Ça va concerner aussi tous les autres bâtiments qui vont être remodelés et des espaces pour permettre à nos étudiants de pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Alors, allons à Bujimaï, parce que je suis très sûr que beaucoup de gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe à Bujimaï. On dit que voilà, les travaux qui ont commencé là-bas, ils n'ont jamais commencé, les choses ne se sont pas... Ça, c'est l'image de... Mais lorsque je suis allé lancer les travaux à Bujimaï, vous pouvez voir le terrain qui était vide. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est que les travaux ont bel et bien commencé. Les fondations sont à voie d'être terminées. Et vous allez dire, pourquoi les fondations alors que vous avez commencé au même moment avec Kinshasa?
et que Bujimaï, on voit que ça n'avance pas très vite. La raison, elle est simple. Les conditions d'approvisionnement à Bujimaï ne sont pas les mêmes que les conditions d'approvisionnement ici à Kinshasa. Comme vous pouvez bien le voir, le matériel de construction certainement n'a pas été livré dans les délais que nous connaissons. Nous connaissons tous que ce qui se passe à Bujimaï. C'est peut-être que pour cette raison, beaucoup d'autres travaux vont être aussi impactés. Vous savez vous-même que la route n'est pas encore et que le train qui fait Moneditu n'est pas tellement régulier, ce qui fait qu'effectivement, à cause des retards d'approvisionnement, on a des problèmes pour le rythme d'avancement des travaux à Bujimaï. Mais je voudrais vous dire, ce que vous voyez là, c'est le gros de travail pour la fondation qui est quasi terminé. Et que donc, comme ils assurent que d'autres livraisons ont été faites, les travaux vont devoir s'accélérer et nous allons avoir de belles infrastructures, de nouvelles infrastructures pour l'université de Bujimaï. Il en est de même pour Kananga, qui connaît pratiquement les mêmes conditions. Ça, c'est le terrain tel qu'il était à juin lorsque moi je suis arrivé là-bas. Vous pouvez le voir, le terrain est vide, mais si vous voyez les images d'aujourd'hui, vous allez voir que non seulement on a pu creuser, mettre déjà les basements, et vous voyez que les bâtiments sont en train de sortir des terres. Mais ce que vous voyez là, ce sont que des images de drones. Mais si vous allez sur le terrain, c'est des vastes terrains qui sont concernés, puisque là, c'est des terrains qui vont comprendre non seulement les gros bâtiments de 4 étages des auditoires, il va comprendre aussi des hommes, des laboratoires, et toutes ces infrastructures sont complètement équipées. Je ne vais pas vous fatiguer parce que cet exercice consiste à apporter la bonne information à la population. Le programme de construction des universités, il continue et il va continuer. Et ça va être pour la première fois, et j'insiste sur ça, que la République démocratique du Congo va songer à pouvoir donner des infrastructures adéquates à nos universités, pas seulement à Kinshasa, mais cette fois-ci aussi dans plusieurs provinces. Et ce programme va continuer. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir continuer avec ce programme. Je voudrais chuter à ce stade ici en vous disant que pour ce qui concerne les attributions des marchés, nous avons respecté toutes les étapes. Ce programme aurait dû commencer depuis trop longtemps, mais le chef de l'État, puisqu'il tient au respect de la loi, a exigé que toutes les étapes de passation des marchés soient respectées, ce qui a été fait. Et nous félicitons notamment la Cour des comptes qui, dans son travail régalien, va devoir procéder effectivement à la vérification de la régularité de tous les actes qui ont été posés dans le cadre des marchés qui ont été gagnés à ce stade. Donc je voudrais vous demander au peuple congolais d'être patient. C'est vrai qu'à Bujimaï, ça n'avance pas au même rythme qu'à Kinshasa, mais ces travaux seront achevés parce que la volonté du chef de l'État est celle-là et elle va être respectée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour... Voilà, merci. C'est lui qui n'a rien à craindre, qui n'a rien à cacher, n'a rien à craindre. Donc, en toute transparence, on a voulu rendre compte de ces projets qui est immense et qui mobilise des milliers de travailleurs et des millions de dollars. Mais l'objectif ici, comme le président de la République l'a dit plusieurs fois, c'est d'abord les ressources humaines. Autant nous faisons un effort pour ce qui concerne l'application de la gratuité de l'enseignement, autant nous faisons un effort au niveau universitaire, que ce soit dans les traitements du personnel académique de professeurs, mais aussi dans les infrastructures qui accueillent ceux qui doivent décider de l'avenir de ces beaux pays. Nous allons commencer notre série de questions. On va commencer avec Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. J'ai une question pour les ministres de l'ESU et 2 petites questions pour vous. Monsieur le ministre, vous avez parlé de tout, vous avez fait la démonstration, on l'a vu. Vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé des chiffres. Et ce sont les chiffres qui nous intéressent. Et là, je suis particulièrement intéressé par l'université d'Mbujimaï, parce que j'y étais avec le chef de l'État.
Je vis de mes propres yeux ce qui s'est fait là-bas. Vous avez fait la déclaration, vous avez dit c'est 17 millions de dollars pour l'université de Mbuji-Mayi. Mais entre-temps, le 8 décembre dernier, Madame Isabelle Kibasa est passée à cette université sur les chantiers. Elle a parlé de 42 millions de dollars financés par la taxe RAM. Question. Vous parlez de 17 millions, elle parle de 42 millions. Qui de vous et d'elle ne dit pas la vérité? 2. L'université de Mbuji-Mayi est financée parce que vous avez parlé du préfinancement des entrepreneurs. Elle parle de la taxe RAM. Qui de vous ne nous dit pas la vérité? Au ministre Mouyaya, les réfugiés congolais, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est d'actualité. Les réfugiés congolais sont menacés de refoulement au Rwanda. Quelle est la position du gouvernement? Deuxième petite question. On accuse la RDC d'utiliser les mercenaires. Vrai ou faux? Merci. Ah, Innocent Olenga. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, la polémique sur les chiffres devait commencer par la polémique sur qui est habilité à donner les chiffres. Alors, si celui qui a signé le contrat vous donne les chiffres, allez-vous vous fier aux chiffres de la rue? Puisqu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité de donner les chiffres et qui les donne, ça s'appelle bien évidemment les chiffres de la rue. Donc je voudrais que vous puissiez vous fier aux informations qui sont données par nous-mêmes. Et je ne vais pas entrer dans les fonds de la question, mais je voudrais vous dire que dans mon cabinet, il n'y a pas un conseiller qui a ce nom-là. Donc je ne peux pas commenter quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui n'a pas qualité. Mais en quelle qualité était-elle descendue sur le site et puis accompagnée du recteur? Posez-lui la question. Voilà, Innocent Olenga, vous avez posé la question sur les réfugiés congolais menacés de refoulement. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour de fins politiques quelquefois. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant
tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part, qu'ils fassent la leur. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui, pour nous, est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela. Mais pour ce qui concerne ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire? Et donc tout ça, ça procède de la mauvaise campagne parce qu'on veut à tout prix écarter l'attention internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers la M23 dans l'agression de la RDC, dans les massacres des Kishiché. Parce que c'est ça le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais, les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC, on ne parle pas anglais. Mais donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fuyants pour nous écarter de l'objectif essentiel. Et je vais terminer sur le sujet, peut-être que mon collègue pourra dire un mot de plus à propos. Les droits humains, c'est la preuve véritablement que les droits humains n'ont aucune valeur pour le président rwandais. Ni la liberté d'expression, ni la liberté de manifester. Et d'ailleurs, pour la liberté de manifester, on instrumentalise des réfugiés congolais parce qu'il y a un calcul politicien derrière. C'est le paroxysme de l'indécence. Mais nous, comme République démocratique du Congo, nous allons faire notre part, nous allons respecter nos engagements et nous allons travailler à restaurer la sécurité dans cette partie de notre territoire et nous assurer que nos efforts pour la reconstruction de notre appareil militaire s'effacent et pour continuer notre chemin en tant qu'État et en tant qu'État qui veut véritablement jouer son rôle stratégique à la fois au plan militaire, économique, au cœur de l'Afrique. Collègues, vous avez peut-être un petit commentaire sur ces sujets qui, malheureusement,
nous sort du sujet principal. Merci beaucoup. Moi, je crois que vous avez tout dit. Je vais seulement dire que Kagame n'a aucune crédibilité pour parler de ces questions des réfugiés. Parce que lui-même refuse de parler avec ses frères, les FDLR qui sont en République démocratique du Congo depuis longtemps. S'il avait accepté d'ouvrir un dialogue avec eux, on ne parlerait plus de ces questions de crise en reste de la République démocratique du Congo. Donc, les chantages qu'il fait en faisant brandir de vrais et faux réfugiés, c'est un chantage malheureux, parce que, bon, si vous allez au Rwanda aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de nouveaux réfugiés congolais au Rwanda, parce qu'aucun Congolais ne peut accepter de vivre dans une prison. Le Rwanda, c'est une prison. Quelqu'un ne peut pas quitter la RDC et aller vivre dans une prison. La preuve, le ministre l'a dit, c'est que pendant que les volcans descendaient sur la ville de Goma, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées du côté de Sake, alors que c'était plus facile et plus sécurisé d'aller au Rwanda. Il n'y a que 4 000 personnes qui sont allées au Rwanda. Ça veut dire que les Congolais, les vrais Congolais, n'accepteraient pas d'aller se réfugier au Rwanda. Donc c'est un chantage malheureux, malheureusement. Merci. Voilà, et je pense qu'il devrait s'interdire de prendre en otage la protection des droits de l'homme et qu'il arrête de distraire la communauté internationale. On va prendre la question de Dieu merci Lusakumunu, et puis ce sera Jordan Mayekini. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Vous venez justement d'évoquer d'abord les réalisations que vous avez faites au niveau de votre ministère après toutes les réformes qui ont été entreprises. Mais je reviens sur les états généraux qui ont eu lieu à Lubumbashi. Il y a des résolutions qui concernaient précisément les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations de personnes handicapées devant justement votre cabinet pour exiger à ce que l'on applique ces résolutions. Où en est-on avec l'application de ces résolutions liées aux personnes en situation de handicap? Et toujours dans ce volet, est-ce que les constructions de ces différents bâtiments dans nos universités tiennent compte aussi des personnes en situation de handicap? Alors, j'aimerais rentrer un tout petit peu sur les questions liées à l'actualité, mais particulièrement à la situation qui sévit dans l'Est de la RDC. Excellence Mouyaya, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir l'information sur ce qui se passe dans le terrain des opérations? Parce qu'on a l'impression, on apprend d'une part que les M23 se retirent et d'autre part, ils gagnent d'autres territoires, d'autres localités, toujours dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et j'aimerais poser aussi une autre question, toujours dans ce volet. Le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 avait accouché des résolutions assez fermes, notamment la cessation des hostilités et les retraits des positions occupées. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est pratiquement le 11e jour. Les M23 occupent encore des territoires, faisant justement ce subterfuge de se retirer, mais on apprend qu'ils continuent de gagner des territoires. Est-ce que la RDC, Kinshasa, devrait continuer à s'aligner dans la ligne droite de résolution de Luanda, quand on sait que sur le terrain, ça reste une lettre morte? Alors, je vais survoler rapidement cette question pour que nous restions sur les sujets du jour. Pour vous dire, par exemple, que sur ce qui se passe à l'Est, nous avons le mini-sommet de Luanda qui était assorti d'un calendrier. Vous avez vu que, je pense, la semaine dernière, nous avions eu une longue réunion autour du président de la République avec la MONUSCO et la force régionale. Aujourd'hui, il existe un calendrier qui a été préparé par les différents chefs d'état-major général et le retrait des Kibumba constituait une étape. Et donc, au moment où je vous parle, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo et à l'est de la RDC, à la fois pour s'assurer que ces plans de retrait respectés, à la fois pour s'assurer que nos forces armées prennent des dispositions, parce qu'il y avait une contrainte qui avait été donnée dans le plan, c'est que si les M23 ne se retiraient pas, il y aurait une offensive. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, cette offensive est en préparation. Et que de toute évidence, il faut vider les subterfuges qui existent de tout genre
Et il faut savoir aussi que ces processus, c'est un processus qui est difficile parce que lorsque vous avez des parties prenantes, nous avons parlé d'un pays tout à l'heure, qui cherche toujours à compliquer les choses, mais soyez-en sûrs que le moment venu, nous reviendrons avec le porte-parole de l'armée pour que nous puissions être en mesure de vous édifier sur la situation parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, nous documentons au quotidien ce qui se passe à l'Est. C'est que nous avons fait dans les livres blancs, ce n'est qu'un début parce qu'il n'y a aucun crime qui ne sera pas recensé. Vous avez vu récemment qu'on en a tué encore 24, qu'il y a des enlèvements, il y a des jeunes qu'on enrôle dans l'armée. Toutes ces questions, c'est des questions que nous suivons de près. Des moments venus dans le cadre du mini-sommet de Luanda, il y a un sommet des chefs d'État qui est prévu, je crois, dans les jours qui viennent. On pourra y revenir. Et d'ailleurs, si tout va bien, à son retour avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous ferons le point global du processus à ce stade, mais on va aussi parler de ce qu'il y a eu comme victoire diplomatique sur la levée, la mesure de l'embargo et tout ce qui s'en est suivi et tout ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc, gardez vos questions pour cet exercice-là. Nous aurons l'occasion d'y aller en profondeur. Monsieur le ministre, désolé de cette intrusion. Merci, non, mais c'est comme moi je suis député de Goma aussi, ça m'intéresse quelque peu. Si la situation de terrain, je suis totalement d'accord avec cette approche qui est d'ailleurs une approche du gouvernement, c'est-à-dire essayer de démontrer la bonne foi. C'est très important, essayer de démontrer la bonne foi, puisqu'on sait que le Rwanda ne respectera pas ses engagements. Il a toujours été dans la politique de talk and fight. C'est cette politique qui les a permis de prendre Kigali. Pendant qu'ils parlent à gauche, ils sont en train de se battre à gauche, à droite. Ils sont dans une essaie de tenter de distraire les forces régionales, notamment en cédant des places à gauche, en récupérant d'autres à droite. Mais tout ça, c'est une démonstration au vu de toute la communauté internationale qu'on a affaire à un acteur de mauvaise foi. Ce n'est pas mauvais. Donc lorsque on parle de la carotte et la chicotte, lorsque la chicotte va arriver, au moins tout le monde saura que la République démocratique du Congo a posé des actes de bonne foi. Je voudrais revenir à votre question sur les États généraux. Bien évidemment, au niveau des États généraux, nous avions pris de grandes résolutions qui concernent les personnes vivant avec handicap. Et à l'issue des États généraux, j'ai signé un arrêté qui porte la création des directions au sein des universités, des directions chargées de personnes vivant avec handicap. Nous avons aussi donné des instructions spécifiques pour que, pendant les inscriptions, on tienne compte des personnes vivant avec handicap. Et enfin, nous avons signé un document pour demander une instruction, pour demander à tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire d'exempter des frais tous les handicapés sensoriels. Et cela est appliqué. Nous recevons les rapports chaque année. On peut vous en donner, vous pouvez suivre dans toutes les institutions. On a bel et bien souligné la question des personnes vivant avec handicap, mais tous les handicapés sensoriels ne payent pas au sein des universités parce que le gouvernement congolais en a décidé ici. Donc, nous avons respecté à la lettre ces instructions qui concernent les personnes vivant avec handicap. On va prendre la question de... Vous dites ? Bien évidemment, ceux qui ont été avec nous dans la tournée, ils ont vu que, par exemple, à l'IPEN, dans les nouveaux homes, dans les homes, on a tenu compte, on a créé des rampes pour le transport des personnes vivant avec handicap. Donc, on a tenu compte de cette question parce que le gouvernement, le chef de l'État, a donné une instruction ferme que tous les ministres doivent désormais tenir compte de la situation des personnes vivant avec handicap. Merci. Jordan. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. J'ai quelques questions. La première, je la pose à Monsieur le ministre de l'ESU. Alors, je vais revenir sur les 2 entreprises qui ont gagné les marchés des constructions et des réhabilitations des 5 universités à travers les pays. Monsieur le ministre, de l'analyse des informations recoupées à partir du site de l'autorité de régulation des marchés publics, je constate que c'est l'entreprise dénommée ZS Solutions qui a gagné les marchés pour les travaux de construction des réhabilitations de l'UPEN, de l'université de Bunia et de l'université de Kananga. Mais chose surprenante, Monsieur le ministre, au Kasaï, c'est l'entreprise SRP Construction Sarl qui a gagné les marchés de réhabilitation de l'université officielle de Mbujimaï.
Mais d'après les statuts c'est des entreprises, d'après les statuts de ces entreprises, je constate qu'elles ont les mêmes actionnaires, dont je me réserve d'ailleurs de citer leur nom. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cette situation des entreprises avec les mêmes actionnaires qui gagnent les marchés à Kinshasa, à Bunia, à Mbuji-Mayi et à Kananga. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et puis, une autre question. La Cour des comptes ouvre une enquête sur ces dossiers relatifs à la construction et réhabilitation des universités. J'aimerais savoir, au moment où nous parlons, comment vous sentez-vous, monsieur le ministre? Merci. Et qu'en pensez-vous? On va prendre les autres questions. Je peux répondre à ça? Oui, allez-y, allez-y. Alors, comme c'est important. Nous avons lancé un appel d'offres où tout le monde était invité à faire. Et ce sont les entreprises. Et dans toutes les étapes, nous avons obtenu les autorisations de la DSMP qui a vérifié les documents et la régularité de tous les actes qui ont été posés. Ils n'ont pas malheureusement souligné qu'il y avait une entreprise qui aurait gagné des marchés partout. Et moi-même, à vous suivant, j'ai vu que ceux qui ont gagné des marchés, c'était plutôt des consortiums. Je n'avais pas vu une seule entreprise qui a gagné les marchés parce que c'est plusieurs entreprises qui sont associées pour pouvoir exécuter ces marchés-là. Donc, nous vérifions les dossiers. Nous ne sommes pas habilités à pouvoir vérifier la personne qui est derrière chaque dossier, puisque sinon, nous entrons dans une subjectivité. Dans le cadre de ce que nous faisons comme travail, ceux qui présentent les beaux dossiers, ceux qui présentent de bonnes garanties, c'est eux qui gagnent les marchés. Et ça se passe toujours comme ça. Si nous devons à chaque fois regarder toutes les personnes qui se retrouvent derrière chaque chose, comprenez que nous serons amenés à être plongés dans la subjectivité. Et je voudrais vous dire que vous devez faire confiance à tous les organes qui ont été créés. Nous avons eu une loi sur les marchés publics. Et je vous dis, c'est le travail le plus compliqué à faire en tant que ministre. Absolument. Il y a même des voix qui s'élèvent pour dire que c'est tellement lourd que peut-être il faut alléger. Vous savez que nous avons fait 9 mois pour arriver à l'aboutissement de cette procédure qui a fait des va-et-vient vers les organes techniques qui sont chargés de vérifier si nous avons pu respecter la procédure. Et donc, les meilleurs ont gagné. Je ne voudrais pas donner ici des réponses pour nous amener dans une subjectivité de dire que tel ne peut pas gagner, c'est plutôt tel qui doit gagner. C'est le meilleur qui a gagné et ça se passe toujours comme ça. Voilà, on va prendre le... Alors, il y a la Cour des comptes qui... Voilà, la Cour des comptes, c'est ça son travail. Le travail de la Cour des comptes, c'est bien évidemment de pouvoir vérifier la régularité des actes qui sont posés, notamment pour des questions qui concernent des marchés publics comme celle-ci. Donc c'est son travail, d'ailleurs c'est son travail de routine qui doit être fait chaque fois qu'il y a des dossiers de marchés qui sont faits. Donc c'est un travail normal. Ils vont devoir donner leur rapport à l'Assemblée nationale qui va faire des vérifications. Je suis d'ailleurs très content que la Cour des comptes soit saisie du dossier puisque je suis très sûr qu'ils vont devoir rendre un rapport pour effectivement confirmer la régularité de tous les actes qui ont été posés. Très bien. On va prendre la question de Marlon Kachamou. On prendra une question spécialement en Swahili, Monsieur le ministre. Comme ça, vous pourrez vous adresser à nos compatriotes de cette partie. Monsieur Marlon Kachamou. Alors, Monsieur le ministre Moïndo Zangui, je commence par une question, permettez-moi de commencer par une question qui n'a rien à voir avec la réalisation des infrastructures universitaires à travers la République démocratique du Congo. C'est aussi une question d'actualité. Alors, quel commentaire faites-vous de l'exigence de Moïse Katumbi de demander à tous les membres du gouvernement qui appartiennent à son parti ensemble de quitter le gouvernement? Et si vous étiez encore membre de ces partis, alliez-vous aussi quitter, comme demandé par Moïse Katumbi? Alors, deuxième petite préoccupation, monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez raser UPEN comme promis? Merci. Ok. Non, c'est des bonnes questions. Je commence par la deuxième, qui concerne l'UPEN. Effectivement, si vous avez vu qu'en avril, nous avions commencé par les nouveaux bâtiments. Et puis, les 2 hommes qui étaient disponibles, puisqu'ils n'étaient plus occupés par le fait que ça tremblait de partout, nous les avons occupés. Et puis après, on nous a laissé ce qu'ils appellent les 2 nouveaux bâtiments, qui aussi commençaient à être faits. Alors,
l'entreprise a écrit à l'IPEN pour demander à l'IPEN de pouvoir libérer le plus de bâtiments. Bon, l'IPEN n'y a pas d'autres bâtiments, a demandé que ça se fasse par étapes parce que sinon ça pourra handicaper la suite des travaux. Donc, dans les 3 ans, tous les bâtiments auront été complètement renouvelés, tout en privilégiant que les bâtiments qui finissent, ils sont directement occupés par les étudiants pour permettre aux autres auditoires d'être libérés et d'être réhabilités comme prévu. Alors, la question de Moïse Katumbi, qui a demandé aux gens de quitter le gouvernement. Vous savez que moi, j'étais membre de G7. Nous avons été appelés à démissionner. Moi, j'étais aussi président du groupe parlementaire. Même si c'était petit poste, nous avions été amenés à les quitter. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un idéal. Nous étions dans un combat contre le 3e mandat. C'était un combat pour la nation congolaise. Mais aujourd'hui, me demander, moi, Moïndo Nzangi, de démissionner du gouvernement, puisqu'un candidat président de la République doit avoir un discours, puisqu'apparemment pour être élu, il faut être de l'opposition. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit abandonner le gouvernement pour donner à quelqu'un d'autre un discours comme candidat président. Voilà pourquoi je n'allais pas accepter de quitter. Surtout que vous conduisez de réformes majeures qui permettront... Surtout que je conduis des réformes majeures et que le président de la République ne m'a jamais interdit de pouvoir dérouler la politique de l'enseignement supérieur universitaire que je suis en train de mettre en place. Et surtout, que j'ai un bilan à défendre. Alors donc, maintenant, vous voulez que je quitte aujourd'hui et puis je vais aller dire aux gens, voilà, ce gouvernement-là... Alors, je vais encore dire, ce gouvernement-là, voyez, c'est un gouvernement qui n'a pas bien travaillé, alors que moi-même, j'ai travaillé dans ce gouvernement. C'est quelle contradiction? Ça va être une contradiction. Donc moi, j'ai choisi de défendre mon mandat, de défendre mon bilan, qui est celui de l'exercice des fonctions que j'ai pu exercer comme enseignement supérieur. Voilà, on va prendre, avant la question à Swahili, on va prendre une petite question de Félix Matuidi, rapidement. Gilles, vous restez là, vous allez enchaîner les questions et comme ça, on va terminer pour aujourd'hui. Monsieur le ministre, j'aurais voulu que vous dites quelque chose avant la conclusion sur la formation militaire qui va devenir obligatoire pour les étudiants. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Excellence, c'est une question d'actualité. C'est en rapport avec la démission du gouverneur Mouyej. Selon une disposition de la loi électorale et de la Constitution, lorsqu'un gouverneur démissionne, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire aussi. Est-ce que ça sera le cas avec le gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini? Ce n'est pas le sujet du briefing de ce soir. Et je pense que parce que vous évoquez des textes, donc les conséquences doivent être tirées en fonction, parce que nous sommes dans un état de droit, et si les textes stipulent cela, c'est ce qui va se passer. Donc les organes habilités pourront, le moment venu, tirer les conséquences et faire ce qu'il faut faire. Gilbert. Asante sana. Ninaulizo moja tu, metaifunua kwanza na fumbo. Kelele za chura haikataze ng'ombe kunywa maji. Mheshimiwa, habari gani batu wanaweza kubaki nao leo kwa upito yako hapa? Mbelechi, votre question est aussi en Swahili? Ok, d'accord. Si c'était en Swahili, on aurait pu enchaîner. Une prochaine fois. Allez-y, monsieur le ministre. Asante sana ndugu. Nimeitwa hapa na bwana waziri mwenzangu anayehusika na mambo ya habari, na tumeweza kuzungumzia mambo yanayohusu universities ambazo program kubwa rais wa nchi Tshisekedi aliweza kufanya hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akituomba sisi kama waziri wa elimu ya juu kuweza kujenga universities katika nchi nzima. Na tumeweza kuzungumzia vipangilio vyote na miradi namna inavyoendeka hapa Kinshasa, ujenzi wa chuo kikuu ambacho kinaitwa IPEN ambao unaendelea vizuri, ujenzi wa chuo kikuu ambayo inaitwa INBTP unaoendelea vizuri. Tumezungumzia vile majenzi yanayofanyika huko Bunia, majenzi yanayofanyika huko Bujimai na Kananga, na iliwezekana katika social media mambo ambayo yalizungumzwa kuhusu kazi ambazo haziendeki vizuri
kunako ujenzi wa chuo kikuu cha Buji-Mayi. Lakini tumeweza kuwaeleza watu ya kwamba katika maeneo ya Buji-Mayi kunakuwa shida na kasheshe zinazohusikana na barabara, na hiyo barabara inaacha mambo ambayo yanaweza kufika kwa urahisi katika university haikuweza kufika, na ndio maana kunakuwa usimamishaji wa kazi, lakini haija koma kabisa. Kazi zitaendelea, na kazi hizo ni za miaka 3, na kwa miaka 3 university zitaweza kutolewa. Na tumeweza kushukuru hapa tukisema kwamba rais amekuwa wa kwanza kuanzia Kongo iweze kupata uhuru wake, amekuwa wa kwanza ambaye anajenga university mpya ambao zinaanza kwa 0 mpaka kwa 100. Na tumesema kama ujenzi huo utahusika na nyumba za wanafunzi, nyumba za walimu, kutakuwa masomo na kutakuwa laboratory. Sababu tumesema hatuwezi kuendelea Kongo kukuwa na nchi nzuri sana ambayo hatuweke mkwazo kwa mambo yanayohusika na kuweza kuwapatia elimu watu. Sababu watu ambao wanakuwa na elimu ndio watu ambao wanaendelea. Watu wanaokuwa na elimu ni watu ambao wanakuwa na malengo makubwa. Wakongomani kusudi wapate malengo makubwa, lazima vijana leo waweze kufunzwa vizuri. Na nitaweza kumaliza kwa hiyo ambayo Mheshimiwa Waziri ameweza kusema hapa. Kwa njia mwaka huu ndio tunaanzia program ya kwanza ya kuweza kuwafunza wanafunzi mambo yanayohusika na mambo ya kijeshi. Sababu tumesema watu kusudi waweze kuelewa namna gani wanaweza kujipatia jukumu la kuweza kukinga nchi yao, ni lazima wote waweze kuipenda, waweze kuijua, na waweze kuwa na mafunzo kidogo ya kijeshi ya kuwasaidia kupenda nchi yao zaidi, na wakati nchi itakuwa na haja ya kuweza kuwatumia kwa kuweza kuikinga, inaweza kuwaita ili waje waweze kuikinga. Na hiyo ndio tunasema government inaweka hiyo programu, hivyo tutaweza kuzunguka katika nchi nzima na kuweza kuanza programu ya mafunzo ambayo itafanya mwezi moja. Dire en français la partie qui concerne la formation militaire pour les étudiants. La partie qui concerne la formation, la préparation à la formation militaire, comme nous l'avions dit, ce n'est pas la formation militaire obligatoire, mais il s'agit d'une partie des enseignements, des cours qu'on appelle unités d'enseignement dans le système LMD qui va concerner les étudiants de l'année de recrutement. Donc les étudiants vont devoir passer dans cet assez court qui s'appelle... Année de recrutement, c'est-à-dire G1. Ah, le G1 a disparu, donc vous êtes encore... Je suis démodé. Vous êtes démodé, donc ça s'appelle L1. L1, ouais, voilà, ouais. Merci. Donc tous les étudiants de LMD, comme ils aiment bien s'appeler, ils vont devoir dans ce qu'on appelait anciennement les cours d'éducation à la citoyenneté que le système LMD a converti à valeur et symbole de la République. Ce cours va avoir une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique va concerner la connaissance du pays et la connaissance des enjeux géostratégiques du pays. On doit apprendre à nos enfants quels sont les problèmes qui guettent le pays, quelles sont les menaces qui pèsent contre notre République. C'est très important que tout le monde le sache. Et ils vont avoir des notions de sécurisme, mais aussi ils vont avoir une phase de formation pratique qui concerne effectivement une formation à la préparation militaire, qui concerne une partie des REI, qui concerne une partie des sports physiques, qui concerne une partie de sécurisme au combat, mais aussi qui concerne une partie des maniements d'armes. Ils vont devoir apprendre comment tirer les armes. C'est une formation basique, je voudrais bien le préciser, mais ceux d'entre les étudiants qui voudront poursuivre et entamer la carrière militaire, ils pourront effectivement aller dans des formations spécialisées, notamment dans des centres de formation militaire proprement dit. Mais on le fait pas seulement dans la perspective de dire que nos enfants doivent nous aider à protéger notre pays demain, mais aussi pour renforcer leur patriotisme, pour renforcer la discipline. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des petits trucs, les gens brillent leur propre bus, les gens brillent leurs propres auditoires, la discipline n'est pas là, le patriotisme n'est pas là, le respect des biens publics n'est pas là.
Mais à travers cette formation militaire, effectivement, il y a des exercices précis qui permettent aux gens d'être disciplinés, mais aussi d'avoir un sang-froid qui les permet de pouvoir affronter les problèmes de la vie quotidienne. Et c'est ça la formation militaire basique qu'ils vont devoir recevoir cette année académique. Voilà, Excellence Monsieur le Ministre et chers collègues, c'est par ici que nous terminons cet exercice de redevabilité. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous recevoir dans un autre exercice parce que nous avons fait de la redevabilité un exercice permanent. Il ne faudrait pas que plus tard, les gens nous disent que nous faisons la campagne parce que nous l'avions déjà commencé et nous continuerons dans cet exercice pour montrer aux Congolais ce que nous faisons sous la conduite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci et bonne soirée chez vous.